Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. La Commission électorale nationale autonome a reçu officiellement ce mercredi la liste électorale permanente informatisée devant conduire aux élections présidentielles du 11 avril prochain. Le point de cette cérémonie dans ce journal. Nous irons également dans cette édition à la découverte d'un corps de l'armée béninoise. Il s'agit de l'armée de terre. Et puis, il y a 10 ans que Hosni Moubarak annonçait sa démission après avoir passé 30 années au pouvoir. La pression populaire aura eu raison de lui. Dans cette édition, nous ferons ce devoir de mémoire. Bienvenue à toutes et à tous. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 10 février 2021 en présence du président de la République, Patrice Talon. Voici le résumé des grandes décisions prises avec le porte-parole du gouvernement, le ministre Alain Ounla. Mesures normatives. Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du cabinet et des services du vice-président de la République. Création, attribution, composition, organisation et fonctionnement du cadre institutionnel de mise en œuvre de la politique holistique de protection sociale en République du Bénin. Maintien en fonction des recteurs et vice-recteurs des universités d'Abomey, Calavi et de Parakou. Approbation des statuts de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers ABGF, puis nomination des membres représentant l'État au sein du conseil d'administration de la société Bénin Diffusion, des membres du conseil d'administration de l'Agence pour le développement du numérique ADN, des membres du conseil d'administration de l'Agence des services et systèmes d'information ASSI, ainsi que des membres des conseils d'administration des centres des œuvres universitaires et sociales d'Abomey Calavi et de Parakou. Au titre des communications, réalisation d'études hydrogéologiques et géophysiques dans le cadre du projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Banikwara, Bembereke, Niki et leurs environs. La production actuelle des systèmes d'alimentation en eau potable de ces localités est limitée en raison de la nature hydrogéologique du sol. Pour y remédier, il s'avère indispensable de les renforcer afin de garantir une disponibilité permanente de l'eau au profit des populations. À cet effet, une consultation a été organisée pour la réalisation des études hydrogéologiques et géophysiques d'avant-projet sommaire ainsi que d'avant-projet détaillés en vue de la sélection d'un prestataire réputé en la matière. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec le groupe qui a été retenu et instruit le ministre de l'Eau et des Mines de veiller à la bonne conduite de ces études dans les délais contractuels convenus. Remise officielle ce mercredi 10 février 2021 de la liste électorale permanente informatisée actualisée à la Commission électorale nationale autonome Sénat, un acte posé par le président du COS-LEPI, Gilbert Bagana, qui a dit toute sa satisfaction au cours de la cérémonie qui s'est déroulée en présence des membres des dites institutions et de la société civile. C'est un reportage de Carole Olaye et Damien Pédo. La Sénat, désormais en possession de la liste électorale permanente informatisée actualisée par les membres du COS-LEPI. Un acte qui vient confirmer l'imminence de la présidentielle d'avril prochain au Bénin. Au total, 5 523 524 Béninois sont appelés aux urnes pour élire le prochain président béninois de la République, un chiffre qui découle, selon le président du COS-LEPI, Gilbert Bagana, d'un travail fait en toute transparence. La liste que nous vous transmettons ce jour est le fruit des opérations d'appurement, de correction et de mise à jour du fichier électoral national. Dans ce cadre, et après l'exécution des différentes phases opérationnelles de collecte de traitement, nous avons atteint les résultats ci-après. Phase préparatoire.
la validation des différents documents d'orientation stratégique, au nombre desquels figure le chronogramme des activités couvrant la période d'actualisation, l'élaboration et l'adoption du plan de communication, la supervision des formations aux techniques et principes d'actualisation de la LEPI, phase d'affichage, affichage et collecte des données, de réclamation, de transfert, d'inscription et de radiation. Une œuvre saluée également par le président de la Sénat qui a dit toute sa satisfaction par rapport à la qualité du travail abattu par les membres du COS LEPI. Je voudrais donc vous adresser au nom de mes collègues toutes nos félicitations pour le travail abattu, à vous-même et à vos collaborateurs ainsi qu'aux membres de l'ANT. Vous venez d'accomplir une mission patriotique et j'espère que la nation vous en sera très reconnaissante. L'actualisation de la LEPI de cette année aura connu une particularité, celle liée à l'échec de l'enrôlement des Béninois de l'extérieur. Toutefois, ces derniers pourront s'acquitter de leurs devoirs civiques conformément aux différentes dispositions liées à la nouvelle carte diplomatique du Bénin. Et dans le cadre de l'organisation et du déroulement de la présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin, Mahamad Ibn Chambas, représentant spécial de l'ONU Afrique de l'Ouest et du Sahel, a conduit une mission d'information au Bénin. Il a été reçu en audience à la Cour constitutionnelle. À la sortie de cette audience, il a bien voulu se confier à la presse. On l'écoute. Ma visite au Bénin, ça se situe dans le contexte de la préparative pour les élections présidentielles de 11 avril. Donc, comme vous savez, la Cour constitutionnelle joue un rôle stratégique, un rôle très très important dans ce contexte des élections présidentielles. Donc, nous sommes venus échanger avec monsieur le président de la Cour, voir comment ils sont en train de travailler pour assurer que les élections se tiennent à bonne date et que le processus peut se dérouler paisible et dans le contexte de la Constitution, les lois de Bénin. En tout cas, pour les Nations Unies, nous travaillons dans une perspective de la prévention de conflits. Donc nous espérons que tout va se dérouler dans la paix, avec crédibilité et dans la transparence aussi. Autre information, l'armée de l'air fait partie des forces de sécurité et de défense béninoises. Elle exerce plusieurs missions dans le cadre du maintien de l'ordre et de la paix. Faisons une excursion dans cet univers pour mieux comprendre son fonctionnement. C'est avec Laurette Kankangbe. L'une des composantes de l'armée béninoise, l'armée de l'air a des missions bien spécifiques. Celles de surveillance du territoire, de surveillance aérienne, d'appui aux forces de surface, d'évacuation sanitaire, de participation au développement et d'acquisition du renseignement. Elle fonctionne selon une hiérarchie bien structurée. Commandant Ebenezer Vincent Ronfoga, chef division des opérations de l'armée de l'air. L'armée de l'air du Bénin est d'abord commandée par un colonel, le colonel Herman William Avocan. Comme toutes les autres armées, il y a un organigramme qui est bien précis. C'est qu'en deçà du chef d'état-major de l'armée de l'air, il y a des divisions qui constituent son état-major. Il y a la division des opérations, dont je suis le chef. Il y a la division des ressources humaines et il y a la division de la logistique. Et en plus de ces trois divisions, il y a le service commissariat de l'air. C'est ce service qui s'occupe de tout ce qui est tout ce qui a rapport aux finances dans l'armée de l'air.
Plusieurs unités réparties sur le territoire national contribuent au fonctionnement de cette partie de l'armée béninoise. Nous avons des unités qui permettent à l'armée de l'air de faire son travail. Et actuellement, plus précisément, nous sommes sur une unité, l'unité qui met en œuvre les avions, je dirais le cœur même de l'armée de l'air, c'est la base aérienne de Cotonou. La base aérienne de Cotonou. En plus de la base aérienne de Cotonou, nous avons la base aérienne de Cana. Après, nous avons la base aérienne de Parakou. La base aérienne de Parakou qui est en cours de dynamisation. Et nous envisageons faire un maillage un peu plus global du territoire. Nous allons nous déployer un peu plus vers le nord, à Natitengu et à Kandi. On va créer des unités qui vont être sous la base aérienne de Parakou et qui pourront aider à un meilleur maillage du territoire par l'armée de l'air. Le chef d'état-major, pour accomplir les missions qui lui sont confiées, se base sur ces 3 grandes unités qui sont la base aérienne de Cotonou, la base aérienne de Cana et la base aérienne de Parakou. Et les chefs de division sont là pour lui élaborer les ordres qu'il donne à ces unités. L'armée de l'air constitue un renfort de taille pour le fonctionnement des 2 autres armées que sont l'armée de terre et les. Eh bien, nous disons merci aux plus hautes instances de l'armée béninoise de nous avoir permis cette immersion. L'actualité sur le continent. À présent, l'Égypte célèbre aujourd'hui les 10 années de destitution d'Hosni Moubarak. 10 ans après, le pays a connu de nombreux soubresauts politiques. Retour sur ces années post-révolutionnaires dans ce reportage. Février 2011, la colère gronde sur la place Tahrir, symbole du pouvoir en plein centre du Caire. Il y a 10 ans, le peuple égyptien se soulevait contre le président Hosni Moubarak, emboîtant ainsi le pas à la Tunisie. Un événement historique qui voyait émerger de nouveaux leaders. Dans les rues, dans tout le pays ou sur la place Tahrir, les gens manifestent avec une motivation très forte. Ils ont leurs revendications. Le président devrait démissionner, il doit quitter son poste. Lui et son régime ont déjà échoué. Par la volonté de ce peuple, il doit démissionner et une nouvelle ère politique doit s'ouvrir. 3 semaines seulement après le début du mouvement, le 11 février 2011, le peuple sort vainqueur. Hosni Moubarak est destitué après 30 ans au pouvoir. S'ensuit alors une période de transition avec le mouvement islamiste des Frères musulmans et son leader Mohamed Morsi. Une présidence d'à peine 1 an, écourtée en 2013 par un coup d'État. Les militaires s'emparent du pouvoir et imposent le général Abdel Fattah al-Sisi, élu président en 2014. Depuis 8 ans, les espoirs de liberté et de justice sociale s'amenuisent face à un pouvoir toujours plus autoritaire. Nous avons connu une nouvelle escalade globale en termes de répression du paysage des droits humains en général en Égypte, avec l'arrestation de nos collègues de l'Initiative égyptienne pour les droits individuels, qui est l'une des plus importantes organisations de défense des droits humains qui subsistent encore dans le pays. Au Caire ou ailleurs, aucune commémoration de l'événement n'est prévue. D'ailleurs, que ce soit dans les médias ou dans les livres, la révolution égyptienne n'a pas droit de citer. Quant au gouvernement, il renforce son contrôle, interdisant tout rassemblement, en particulier sur la place Tahrir. Car désormais, c'est la menace d'une nouvelle révolution qui plane au-dessus du pays. La Grèce et Israël veulent mettre en place un passeport vaccinal pour relancer le tourisme. Les 2 pays ont annoncé un accord permettant à leurs citoyens respectifs de voyager sans aucune restriction sanitaire ni quarantaine avec la preuve de leur vaccination. Celle-ci prendrait la forme d'un passeport vert, une idée qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'Union européenne. Un éventuel passeport vaccinal qui divise au sein de l'Union européenne. Plusieurs États membres ont en effet annoncé le lancement d'un passeport de vaccination contre le Covid-19, mais l'idée ne plaît pas à tout le monde. Parmi les pays réticents, la France, l'Allemagne ou encore la Pologne, qui jugent sa mise en œuvre encore prématurée.
En cause, le manque de recul sur l'efficacité du vaccin sur les nouveaux variants, le spectre d'une ségrégation médicale et un risque potentiel d'atteinte aux libertés. Malgré sa ferme opposition à un passeport vaccinal généralisé, l'Allemagne n'exclut pas cette éventualité dans le secteur privé. Si un restaurateur veut faire une offre uniquement destinée aux personnes vaccinées, il sera difficile de l'interdire dans le cadre juridique actuel. Si l'idée d'un passeport vaccinal n'est pour l'heure pas ratifiée au sein de l'Union européenne, certains États membres prennent déjà des dispositions dans ce sens. La Suède et le Danemark ont par exemple annoncé la mise en place de certificats électroniques de vaccination destinés aux voyages à l'étranger, à des événements sportifs ou culturels, voire à des établissements de restauration, dans le cas danois. Des positions également partagées par l'Italie et l'Espagne, qui plaident pour un retour à une vie normale au plus vite. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé se dit favorable au principe de certificat de vaccination, mais se montre critique sur la mise en place de passeports indispensables pour tout voyage. Nous ne savons toujours pas si les personnes vaccinées peuvent continuer à être infectées, peuvent transmettre la maladie. En Europe, 12 millions de personnes ont reçu une première dose, soit 2,7% de la population. Peut-être pas encore suffisant pour proposer le fameux sésame à l'échelle continentale. Et puis, Joe Biden veut une nouvelle stratégie ferme face à la Chine. Lors d'une première visite au Pentagone depuis son arrivée à la Maison-Blanche, il a annoncé la création d'un groupe international de travail sur les questions liées à la Chine que les États-Unis considèrent comme leur adversaire stratégique numéro 1. Un salut militaire dans la peau d'un nouveau rôle, celui de commandant en chef des armées. Joe Biden s'est rendu dans un édifice empreint d'histoire. Le président américain, attentif lors de sa visite guidée d'une exposition rendant hommage au personnel afro-américain des armées. Un Joe Biden scruté et déterminé à répondre aux défis des adversaires des États-Unis. Aujourd'hui, j'ai été informé d'un nouveau groupe de travail du département de la Défense sur la Chine que le secrétaire Austin a mis en place pour examiner notre stratégie et nos concepts opérationnels, notre technologie, notre dispositif de force et bien d'autres choses encore. Le 46e président américain appelle à un effort de l'ensemble du gouvernement face aux questions liées à l'empire du milieu, avec 2 maîtres mots, alliances et partenariats solides, un futur groupe de travail composé de 15 conseillers civils et militaires. C'est ainsi que nous releverons le défi de la Chine et veillerons à ce que le peuple américain gagne la compétition de l'avenir. La Maison-Blanche a informé dans la foulée de cette visite au Pentagone d'un coup de fil entre le président chinois Xi Jinping et son homologue américain, le premier depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche. Pratiques économiques contraignantes, Hong Kong, Taïwan ou encore le dossier des Ouïghours. Beaucoup de divergences dans une compétition stratégique. De son côté, Pékin, via son média d'État, joue l'apaisement. Les questions relatives à ce sujet concernent la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine. La partie américaine devrait traiter ces questions avec prudence. Le gouvernement chinois espère une meilleure relation bilatérale, citant un moment crucial dans leurs relations. Les ministères des Affaires étrangères des 2 pays peuvent avoir un échange de vues approfondi sur les relations bilatérales et les grandes questions internationales et régionales. Les ministères de l'économie, des finances, de la police et de l'armée peuvent avoir davantage de contacts. La Chine et les États-Unis devraient rétablir différents types de mécanismes de dialogue pour mieux comprendre les intentions politiques de l'autre et éviter les malentendus et les erreurs de jugement. La pandémie de Covid-19 et le changement climatique au centre également des discussions entre les 2 dirigeants. L'usage de la force doit être le dernier recours, a fait remarquer Joe Biden au sujet de sa future politique étrangère. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci pour l'attention et à demain.